Je veux vous parler d'une rencontre qui est souvent présentée comme intéressante, parfois un peu farfelue. Je crois, et je voudrais essayer de vous le démontrer ce soir, que cette rencontre entre Baroncelli et les Indiens est quelque chose de beaucoup plus important que ce que souvent on en dit. C'est-à-dire, ce qu'on dit généralement, c'est qu'il a rencontré les Indiens, qu'on a tourné quelques westerns à partir de là en Camargue, et que Folco était un défenseur des Indiens, un défenseur des Gitans d'ailleurs. Il était certainement beaucoup plus que cela, et je pense que sa rencontre avec les Indiens, quand on sait ce que les Indiens ont apporté intellectuellement à l'Europe, et en particulier à certains intellectuels au XIXe siècle et au début du XXe siècle en France, il est évident que nous sommes devant quelque chose, une rencontre qui a structuré sa pensée pratiquement jusqu'à sa mort. J'en veux une preuve, par exemple, la relation qu'il avait très particulière, qu'il a eue avec le maire assez original et particulièrement aventurier des Saintes-Maries de la Mer, Pioche, esprit Pioche, communiste. La rencontre entre Baroncelli et cet homme communiste, un peu anarchiste, etc., était un peu imprévue, mais improbable, et ils se sont rencontrés. Baroncelli si je ne me trompe pas, a organisé avec Pioche une manifestation en faveur des républicains espagnols, et certainement pas parce qu'il adhérait aux idées des républicains espagnols, mais parce que c'était des vaincus, et c'était des malheureux. Et il a soutenu également Pioche, il est même allé témoigner à son procès au moment où Pioche a été condamné et mis en prison d'ailleurs à ce moment-là. Je vous présente ces deux ouvrages pour d'abord rembourser une dette. Je n'en montre que deux, parce que évidemment, quand on s'intéresse à la Camargue, il y a une littérature abondante. La Camargue a produit des littérateurs en grand nombre. Alors ces deux-là, je leur dois beaucoup parce que, d'une part, la réunion des lettres et de la correspondance de Baroncelli avec les Indiens est non seulement intéressante, mais si vous les lisez, vous découvrez que cette relation a été structurante pour l'esprit de Baroncelli. Et les commentaires, les notes qui accompagnent le livre « Car mon cœur est rouge » vont dans ce sens-là. Le deuxième ouvrage, celui-ci, c'est un ouvrage qui a été fait par un New-Yorkais, qui est maintenant professeur à la faculté de Houston, qui est venu ici, vers 1995, faire sa thèse sur la guerre de 39-45 à Nîmes, et qui a fait quelque chose d'assez étonnant, parce qu'il arrive à comprendre ce qui s'est passé dans les esprits de certains Nîmois, des gens qui étaient des vrais résistants, des résistants tièdes, jusqu'aux collaborateurs ignobles, et même aux Allemands, ce qui, pour un Américain, peut être assez extraordinaire. Et là, ici, il travaille sur Baroncelli en essayant d'introduire, d'inscrire Baroncelli dans une histoire qui est celle de la France et dans son rapport avec les Indiens. Et c'est à la fois discutable, mais extrêmement formateur. C'est même excitant comme lecture. C'est pour ça que je ne cite que ces deux-là. Et ceux qui ont écrit sur la Camargue, et je sais qu'il y en a ici, je les remercie aussi, mais vous comprenez que je n'avais pas cité tout le monde. Alors, si je vous montre ces ouvrages que j'ai écrits, ce n'est pas seulement pour me vanter de les avoir écrits, il y a bien longtemps déjà, mais c'est pour insister sur le fait que je ne suis pas du tout un spécialiste de la Camargue,
Et vous avez plutôt devant vous une sorte d'Indien, de Huron, qui vient vous parler de ce monde-là. Lorsque nous avons, avec mon camarade Henriet, essayé dans les années 70, à la fin des années 70, essayé de délimiter le champ de recherche qui était le nôtre à propos du western, de la géographie du western, nous avons rencontré quelques pays qui produisaient ou qui avaient produit du western à ce moment-là. Parmi ces pays, évidemment, les États-Unis, avec leur cinéma de cow-boy et d'Indien, mais les États-Unis ne produisaient pratiquement plus grand-chose comme western. Par contre, juste au sud des États-Unis, le western cavalito était en pleine expansion. Or, c'était un western irregardable avec les chevaux qui se transformaient en monstres, les cavaliers qui se transformaient en squelettes dégoulinants de sang, etc., etc. En fait, à part 2 ou 3 westerns visibles, le reste était plutôt du monstrueux, fantastique et un peu insupportable. Évidemment, le western spaghetti, avec Sergio Leone, entre autres, qui tournait beaucoup en Espagne et au Maroc déjà. Le western choucroute avec Winnetou, qui est le grand héros indien pour les Allemands, et dont l'acteur Pierre Brice, qui était un Français, est aussi célèbre en Allemagne que Bebel, par exemple, Belmondo en France, alors qu'il est totalement inconnu dans notre pays. Alors, évidemment, ce que les Américains appelaient le western camembert, une dénomination tout à fait incorrecte, puisque le western camembert avait été tourné essentiellement dans les carrières de Meudon, près de Paris, et en Camargue. Donc on aurait dû l'appeler autrement, mais c'est la dénomination actuelle. Alors, quand on s'intéresse à ce western camembert, ici, évidemment, on rencontre un certain nombre de personnes, comme Joe Herman, bien sûr, jeune homme à l'époque qui est celle de la rencontre, qui est un cavalier émérite et qui est en train de devenir un cavalier émérite, un spécialiste du lasso et qui s'entraîne au lasso, aussi bien à Paris qu'en Camargue, etc., qui fait une vingtaine de scénarios de films de western et qui va pendant longtemps avoir des relations très très fortes avec Folco de Barossi. Je vais dans l'autre sens. Évidemment, Folco lui-même, avec Jean Durand, le metteur en scène qui a tourné bon nombre de westerns qui ont été tournés en Camargue, et le frère de Folco de Baroncelli, Jacques de Baroncelli, qui est un cinéaste important puisqu'il a tourné quelques westerns et surtout pas mal de films, et en particulier de films en Camargue à partir de scénarios tirés de l'œuvre de Mistral, par exemple. Je cite pour mémoire le fils de Jacques et neveu de Folco, qui a introduit dans le sacro-saint journal Le Monde le 7e art, ce qui n'était pas évident au moment où Baroncelli a commencé à écrire ses rubriques dans Le Monde. Alors, petit rappel de la vie de Baroncelli jusqu'à sa rencontre avec Buffalo Bill, ou sinon Buffalo Bill, les Indiens de Buffalo Bill. Il est né à Aix-en-Provence, pas une grande importance. Par contre, il est extrêmement lié à Avignon, au Palais du Roi, enfin qui ne s'appelle pas encore le Palais du Roi, puisque c'est Mistral qui va le renommer. Il est très lié parce que c'est le berceau de la famille depuis que sa famille s'y est installée auprès des papes. Il est très lié ici à Bouillargues avec sa grand-mère, de Chazelles, je crois, qui était une dame qui a certainement formé son esprit. C'est une dame de la noblesse qui était une admiratrice de la duchesse de Berry et surtout du fils
de la duchesse de Berry, c'est-à-dire le fameux Henri V, comte de Chambord, duc de Bordeaux, duc d'Artois, qui n'a jamais régné en France et qui, parce qu'il a refusé d'accepter le drapeau tricolore, n'a pas pu régner en France et restaurer une monarchie constitutionnelle dans les années 1870-1880, alors qu'il avait pratiquement, on pourrait dire, le pain et le couteau pour arriver au pouvoir. Bien sûr, Nîmes a une importance dans sa vie, puisqu'il y fait une partie de ses études, et le légendaire dit qu'il était allé tout petit en Camargue et que ça l'avait marqué. Bon, ça c'est... Ceci dit, dans la deuxième période de sa vie, il revient à Avignon, où il a là des relations extrêmement suivies avec Roumanie, qu'il avait rencontré à Nîmes, avec bien sûr Mistral, et Mistral lui confie d'ailleurs la direction, ou en tout cas un rôle important dans l'Aioli, le journal que Mistral est en train de développer. Ce qui nous intéresse ici, dans cette période-là, c'est qu'à partir de la fin du siècle, du 19e siècle, il s'installe au Sainte-Marie dans des conditions très particulières. En effet, il a épousé une Henriette Constantin, des Fines Roches, famille aisée, et il avait une carrière tout tracée de gentleman farmer à viticulteur aisé, ou en tout cas réputé dans ce château de Châteauneuf-du-Pape. Non, il a choisi une sorte de voie de folie, c'est-à-dire s'installer dans cette région des Saintes-Maries-de-la-Mer pour, en plus, très vite, développer l'idée qu'il faut sauver, recréer la race de Bieux de Camargue, de taureaux de Camargue, qui est en train de disparaître sous l'effet des croisements avec les bestiaux espagnols. Alors, c'est là que se situe l'objet central de la conférence, la rencontre avec les Indiens de Buffalo Bill et du spectacle de Buffalo Bill. Alors, Buffalo Bill était venu une première fois ou deux fois en Europe, une fois pour le jubilé de la reine d'Angleterre, la reine Victoria. Ça avait été un succès extraordinaire et on avait constaté que les souverains du monde entier étaient venus assister au spectacle. Donc, quelques années plus tard, à l'occasion de l'exposition universelle, les Indiens de Buffalo Bill et le show en entier reviennent en Europe et font le tour que vous avez ici sous les yeux. 3 petites étapes en France, l'Espagne, l'Italie, où le pape reçoit Buffalo Bill. Ensuite, bien entendu, l'Autriche-Hongrie et surtout une grande tournée en Allemagne. L'Allemagne est le grand pays puissant qui vient de naître de la guerre de 1870 et Buffalo Bill y introduit une sorte d'esprit américain, d'américanisation avec son spectacle. Bien entendu, ça a un impact considérable sur la société européenne. En particulier, moi je m'amuse, c'est pour ça que j'ai gardé mon chapeau sur la tête, au-delà de toute convenance, je m'amuse à dire qu'il a contribué autant que Mistral à développer l'usage du chapeau. C'est l'époque où Stetson va vendre des chapeaux dans le monde entier, le chapeau qu'il a inventé, le boss des plaines. Alors j'ai mis un exemple de peintre qui a été influencé par Buffalo Bill, c'est Gauguin qui dit, quand il commente ce tableau, qu'il s'est inspiré du chapeau de Cody pour faire son tableau. Picasso a également, vous reconnaissez très nettement ici, au moins une moustache de Buffalo Bill. Faites-moi confiance, s'il vous plaît. Et bien sûr, on fait toujours une analogie entre
Buffalo Bill, une série d'articles et de légendes autour des chapeaux et de la barbichette de Coney. Alors ça a eu un impact beaucoup plus important que le chapeau. En effet, Rosa Bonheur, je vous signale qu'il y a une exposition à son propos à ce moment-ci, Rosa Bonheur a peint, ce tableau ici de Buffalo Bill. C'était sa spécialité, la peine des tableaux de la Camargue d'ailleurs, je vous le signale, et Buffalo Bill en a retiré une publicité dont vous voyez le charme extraordinaire. Madame Rosa Bonheur, qui était une des 7 femmes à avoir l'autorisation de porter des pantalons en France, transformée en une sorte de nonne peintre, et surtout la comparaison entre Modeste, entre Buffalo Bill et ce brave Napoléon Bonaparte qui est mis au service du spectacle de Buffalo. Ceci dit, en dehors de l'aspect amusant de cette chose, c'est un impact extraordinaire sur la société. C'est, je crois, les débuts de l'américanisation de l'Europe qui sont dans les bagages de ce spectacle de Buffalo Bill. Alors, lorsqu'il revient pour sa tournée de 1905-1906, il s'installe d'abord à Paris. Il s'installe à Paris où il va passer plusieurs jours et chaque jour il réunit 2 fois 15 000 spectateurs. Ensuite, vous voyez la tournée qu'il fait là, toute la France. Attention, 1300 personnes qui chaque nuit déménagent pour aller dans la ville suivante. Un impédimenta extraordinaire, 800 acteurs et 500 personnes qui s'occupent de démonter, etc. les tentes. Alors, il vient dans la région, ici, Narbonne, Béziers, Sète, Alès, Nîmes, Avignon, il vient à Arles, et Aix et Marseille, et là, hivernage pendant 2 mois, oui, janvier, février, mars, le matériel et les chevaux restent à Marseille avec quelques Indiens, et c'est à cette occasion-là que certains Indiens vont venir au Kenard, chez Folco. Une petite suite. Il vient à Arles, et là, vous avez ici ce qui a été publié dans l'Homme de bronze de la semaine précédant le spectacle. Il n'y a qu'un seul Buffalo Bill, un article complètement irréel et irréaliste sur Buffalo Bill, le grand bonhomme, etc., etc. Vous imaginez le discours. Et surtout, le lieu où s'était installé l'ensemble du spectacle, un lieu aujourd'hui où vous avez une série de lotissements, et qui est maintenant, donc, loin, très loin du paysage qui devait être celui qui a reçu le spectacle de Buffalo Bill. Alors, le show, le spectacle, c'est quelque chose d'immense. Voilà la grande tente de spectacle avec son arène, et ici vous avez à peu près 7 à 8 000 spectateurs, 7 à 8 000 spectateurs, 2 spectacles par jour, en gros 14 à 15 000 spectateurs. Vous imaginez à Arles tout ce que ça a pu drainer d'Arlésiens, de Camarguais, de Crozet, etc., etc., et à Avignon, etc. C'était vraiment quelque chose d'assez spectaculaire, de tout à fait spectaculaire. Voilà un détail de cette arène tout à fait étonnante. Alors, on y faisait des spectacles dans lesquels les Indiens eux-mêmes jouaient des rôles, et en particulier, il y avait des Indiens qui s'étaient battus contre Custer et qui rejouaient à la mode Buffalo Bill la bataille de Little Bighorn et la défaite de Custer. Alors, quand et dans quelles conditions Folco de Baroncelli a-t-il rencontré des Indiens? La première rencontre, manifestement, c'est celle qui a lieu à Paris,
où il essaie d'avoir un rendez-vous avec Buffalo Bill pour obtenir que Buffalo Bill use de ses cavaliers, gardiens, etc., etc. En effet, le spectacle du Buffalo Bill comprend une centaine d'Indiens, mais il comprend des tziganes, il comprend des soldats anglais, des cavaliers français, des cavaliers espagnols, des cavaliers mexicains, j'ai cité les Hongrois, oui, déjà, etc., etc. Le sous-titre de son spectacle, c'est « Avec les cavaliers les plus hardis du monde ». Pourquoi pas les gardes. Malgré l'entremise de personnes qui sont introduites auprès de l'organisateur du spectacle à Paris, Folco de Baroncelli ne reçoit pas de réponse. Il va donc à Paris, et là, dans des conditions particulières, on ne sait pas exactement, en tout cas, il rencontre Joey Hamann qui sert d'interprète et qui, lui, est embauché dans le show, et qui lui présente des Indiens avec lesquels il déjeune à Paris pour une première rencontre. La deuxième rencontre a lieu lors du spectacle à Toulouse, et là c'est un moment qui devient presque mythique, avec la promenade pendant la période de repos des Indiens, la promenade de la Garonne, où là, Folco de Baroncelli, le long de la Garonne, rencontre un personnage. Je comprends que ce soit assez extraordinaire pour lui. Moi-même, quand j'y pense, je suis étonné. Il rencontre Quenassier, le vieux chef indien, qui a participé à la bataille de Little Bighorn et qui est aussi un des vainqueurs de Custer. C'est assez étonnant et c'est assez extraordinaire. Alors, il y a un certain nombre d'autres rencontres. Et il a certainement, on est à peu près sûr, assisté au spectacle de Nîmes, au spectacle d'Avignon, au spectacle d'Arles. Il est même allé plus tard au spectacle à Marseille. Avec une vision qui est la sienne. Hein. Lui, il est un homme du Midi et évidemment, il est allé dans les pays du Nord pour essayer de rencontrer Buffalo Bill. Alors, qui a-t-il rencontré? Joey Hamann, bien entendu, vous le voyez là, avec des artefacts amérindiens, plus ou moins folkloriques, quand on connaît le sens de ce que veulent dire les plumes. Il y a là pas mal de gens qui ont été scalpés, pas mal de camps qui ont été attaqués sur la tête, ne serait-ce que de Joey Hamann. C'est donc peut-être un petit peu folklorique. Alors il a rencontré ce personnage tout à fait étonnant, qui est celui de Queue d'Acier, Iron Tie, qui est toujours un des profils que l'on retrouve sur une monnaie américaine, une des monnaies des États-Unis. Et c'est un personnage tout à fait étonnant et qui semble avoir eu une relation assez particulière, on va en parler, avec Baroncelli. Il rencontre bien sûr Ours Solitaire, qui est un jeune Indien qui a reçu une éducation dans une grande université pour Indiens, le faire valoir du bon vouloir des Américains du Nord. Et il rencontre, sans que ça ait donné de grands résultats par la suite, Blue Shield. Et là, cette photo, elle a été prise dans la réserve de Pine Ridge, aux États-Unis, avec Joey Hamann, lorsqu'il avait fait cette visite et qu'il avait fait connaissance avec ces personnages. Et alors, j'ai gardé pour la fin le personnage de Jacob White-Ayers, de Jacob Vieux Blanc, qui est la personne avec laquelle il va correspondre à peu près pendant une vingtaine d'années, au moins, peut-être un peu plus, et qui sera son répondant, celui avec lequel il s'exactera intellectuellement le plus. Je vous rappelle qu'il avait également rencontré Pedro Esquivel, un Mexicain dont le frère était responsable de la cavalerie de Buffalo Bill, et également
cavalier arabe, Oultiza, il y a des lettres de Oultiza à Folco de Baroncelli, mais les relations là ont été sans doute moins fécondes qu'avec en particulier Jacob Yeux-Blanc. Alors, c'est là que je voulais en venir. Je crois que ces rencontres ne sont pas simplement anecdotiques. Il ne s'agit pas seulement de quelque chose d'assez étonnant. Il a rencontré des cavaliers qui étaient des Indiens. Non. Je crois que ça va structurer fortement sa pensée. Dans le fond, il va s'identifier pour longtemps, je pense jusqu'à sa mort, et il va identifier les Méridionaux, les Occitans, les Provençaux aux Indiens. C'est-à-dire un peuple vaincu, mais un peuple qui résiste. Alors il fait déjà une comparaison assez étonnante entre, mais pourquoi pas compréhensible, entre les langages d'oc et les langues indiennes qui sont en train de disparaître effectivement. Et la langue siouane, pour ne citer que celle-là, qui occupe quand même un certain nombre de peuples, est effectivement quelque chose qui est en train de disparaître. En plus, elle est encore très largement orale. Les Indiens ont un système de mémorisation qui consiste à faire des pictogrammes et des compteurs qui se basent sur les pictogrammes pour raconter les calendriers, ce que l'on appelle les contes d'hiver, pour compter pendant les périodes d'hiver. Donc, dans le fond, il fait une première assimilation qui est celle de la disparition des langues et de la disparition de ces sociétés. Autre comparaison très forte, qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui, dans sa pensée, est considérable, c'est cette idée que la conquête de l'Ouest par les pionniers, par l'armée, par l'État, par le capitalisme, par les cultivateurs, par les sédentaires, c'est la même chose que la croisade des Albigeois. Évidemment, il y a déjà une différence, c'est la dimension. La croisade des Albigeois, la voilà ici, si on la reporte sur les États-Unis. Évidemment, cette carte-là, j'ai essayé qu'elle soit le plus exacte possible tout en étant simplifiée. Là, ici, c'est une carte de propagande, hein, comme si cette conquête s'était réellement passée d'est à ouest. Mais peu importe, c'est celle au XXe siècle qui est dans les esprits et qui est parfois encore dans certains manuels scolaires aujourd'hui. Alors, cette idée que il la développe en particulier, cette idée que la croisade des Albigeois et la conquête, c'est la même chose, il la développe pendant la promenade de la Garonne avec Ayrontel, avec Queue d'Acier, et il raconte à Ayrontel, voilà ce qui lui veut arriver. Les Français sont arrivés et ils ont détruit une civilisation, ils ont tué tout le monde, etc. Bon, la croisade des Albigeois, on connaît, bien que on connaisse mieux maintenant qu'à l'époque de Folco en 1905 en particulier. Et c'est alors que Ayrontel lui répond, mais tu es vraiment admirable, vous êtes un peuple admirable, les Occitans, je ne cite pas exactement, mais en substance, vous êtes un peuple admirable, car vous me racontez une histoire qui s'est passée il y a plusieurs siècles sur la terre qui a bu le sang de vos victimes, et je crois que quelqu'un qui est capable de se souvenir, après des siècles de souffrance de son peuple, mérite une reconnaissance. C'est pour ça que je t'appellerai Zicala Oeste, c'est-à-dire oiseau fidèle. Et ça, Folco de Baroncelli en a fait un titre de noblesse, mais pas seulement par fierté, mais aussi parce que ça a, encore une fois, servi à construire sa pensée autour de la question. Alors, cette rencontre, vous allez me dire, peut réintroduire, si vous regardez ici cette photo de propagande d'un Lakota en train de communier avec un bison,
ça peut réintroduire l'idée du bon sauvage, cette idée qui avait cours au XVIIIe siècle, ce bon sauvage qui vit au paradis perdu ou qui n'a pas connu le péché. Enfin, vous savez, Rousseau et bien d'autres de cette époque-là. J'ai mis pour m'amuser un peu ici le spectacle que Christie avait organisé autour des Indes galantes de Rameau, où les pauvres peuples autochtones étaient quand même particulièrement caricaturés. Alors, c'est peut-être pas la vision du bon sauvage qu'un intellectuel de droite, aristocrate de la fin du XIXe siècle. Certes, il y a cette idée que le contact avec le bon sauvage peut éviter que la civilisation décadente qui est en train de s'introduire avec le capitalisme, la République, le laisser-faire, etc., peut éviter que la civilisation décadente triomphe. Mais il y a aussi l'idée que les Indiens peuvent apporter beaucoup. Alors là, j'ai mis quelque chose qui est assez connu aux États-Unis, peut-être moins ici. C'est un dessin de Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, ici, reconstitue les 13 colonies divisées, les 13 colonies américaines. C'est vers 1760, 1750, 1760 qu'il fait ce dessin. Et il montre comment les colonies divisées doivent se réunir pour former une fédération. Qui est-ce qui lui a inspiré cette idée? Réunissons-nous ou mourons. C'est un chef indien de la Confédération iroquoise, Kanasatoga, qui a un sachem donc de la Confédération iroquoise, qui en avait assez de rencontrer 13 représentants des colons blancs pour commercer avec eux, et qui un jour suggère au représentant de la Pennsylvanie, Benjamin Franklin, suggère, vous ne pourriez pas faire comme nous, vous réunir, avoir un sachem par tribu et un délégué, et je les rencontrerai, on ferait nos accords commerciaux beaucoup plus facilement, beaucoup plus simples. Et il lui explique comment cette confédération fonctionne, quelles sont ses conditions de fonctionnement, et comment les élections des sachems, qui sont non pas des chefs de guerre, mais des représentants, comment les élections des sachems se font. Et quand vous regardez aujourd'hui, pour essayer de comprendre pourquoi les Américains utilisent le système des grands électeurs par État, il vient directement de ce système de la Confédération iroquoise, iroquoienne si vous voulez, qui a été inspiré à Benjamin Franklin vers 1750. Donc nous sommes là devant une vision qui n'a pas cette vision humoristique d'un Indien emplumé et d'un gardien conservateur, traditionnel, berlu de la langue et des traditions, mais quelque chose qui est beaucoup plus profond, un apport que l'on espère pouvoir transférer dans un pays qui est en difficulté, et évidemment, je suis allé. Alors, un autre aspect de la relation avec les Indiens, c'est le rapport avec la nature. On a beaucoup glosé sur l'écologie indienne. Ça mérite d'être largement discuté quand on sait que les Sioux, certaines années, vendaient 80 000 têtes, 80 000 peaux de bisonne aux commerçants blancs. On peut discuter de ça. Alors ici, vous avez la vision, je voudrais essayer de la résumer. Ici, vous avez une vision des sources de Haut-Missouri, les sources un peu plus au nord, et des menaces qui pèsent sur ces sources, c'est-à-dire le barbelé que l'on vient d'inventer, qui se développe. Mais on a déjà dépassé le stade des barbelés et de l'élevage dans les grandes plaines pour aller au stade de l'agriculture. La guerre du Jameson County a déjà eu lieu et les
cultivateurs sont en train de déferler sur les grandes plaines, avec l'idée que, en plus, si la charrue passe quelque part, la pluie va venir avec la charrue. Alors, j'ai ici mis cette photo qui est un peu emblématique, en l'opposant à ces camels de sel, pour montrer une des idées de Folco. Est-ce qu'il était écologiste? Certainement pas, mais il a eu une idée qui était celle de préserver la nature, et en particulier, il avait autour des Flamands l'idée que c'était un symbole. J'irai même plus loin. Dans le fond, il a une vision totémique du flamand, en relation avec les visions totémiques des Indiens. Et dans pas mal de littérature provençale, et en particulier dans les œuvres ou les textes de Folco, il y a un certain nombre de textes où il essaie de définir la Camargue. Alors la Camargue, c'est la beauté, ce sont des paysages, c'est l'eau, c'est le désert, c'est le sauvage, etc. Et très souvent, il termine, ce sont des mirages. Et quand vous transférez ça dans la pensée indienne, les mirages, ce sont les visions qu'ont les jeunes Indiens pour devenir adultes. Cette vision que l'on a recherchée dans le désert et qui vous permet de trouver votre totem. Là, vous avez tout un chemin intellectuel que je reconstruis et qui peut-être vous amènera à discuter ce que je raconte là, mais bien sûr, je pense que le bison pour le Lakota de tout à l'heure et le flamand pour Folco de Baroncelli, on peut les prendre comme une forme de totémisation de la nature. Alors, comment conserver et sauver cette nature? La grande idée des aristocrates et des personnes anti-républicaines comme le sont Folco de Baroncelli, c'est que la France des provinces est en train de disparaître, une France que l'on considère comme respectueuse, à mon avis à tort, mais on n'en discutera pas ici, respectueuse des langues, des différences, etc. Une France maintenant enfermée dans la cage des départements, voulue par la République. Le terme est employé tel quel, la cage des départements. C'est pour ça que ma carte, j'ai tracé ces limites de département très épaisses, de façon à accentuer l'effet cage de cette carte. Et il prétend que ce qui est en train, je suis un peu en avance, ce qui est en train de se passer aux États-Unis, c'est la cage fédérale, avec la fin de la frontière, ce que les Américains appellent la fin de la frontière, c'est-à-dire la fin de la conquête et la transformation des États-Unis et des territoires des États-Unis en État. On est en train d'assister au développement d'une cage fédérale qui va évidemment faire disparaître les libertés, et en particulier les libertés des Indiens. Alors, c'est là que naît cette idée, sur la base également de ces idées des États-Unis, l'idée qu'on peut, et là il y a une ambiguïté extraordinaire, mais vous verrez que peu à peu, et si vous étudiez Folco, vous verrez, peu à peu il va l'assumer, demander la protection de certains territoires, comme le font déjà les Américains avec le Yellowstone. Ici, une publicité de l'époque, le sigle du National Park Service, et à côté j'ai mis, bien qu'il soit de taille plus modeste, mais il a sa valeur, le sigle du Parc National Régional de Camargue. Ici c'est un paysage, c'est le paysage du parc du Yellowstone, et à côté la carte, ici la carte de la réserve qui va apparaître, se constituer à partir de 1927, et la carte du parc régional qui apparaîtra un peu plus tard. Et c'est vers 1920 que Folco développe une idée, alors sans anachronisme, on peut dire que ça préfigure l'idée de conservation d'un territoire, ça préfigure l'idée d'un parc. Et en ce sens, il est aussi peut-être à l'origine lointaine et intellectuelle du parc
qui va protéger la Camargue et ce territoire-là. Car la Camargue, pour lui, c'est certainement le désert sauvage qui ne doit pas disparaître parce que c'est là que la race d'Oc pourra se régénérer et se sauver. Et en ce sens, il a un discours qui est un discours d'autochtones, très moderne, et même d'autochtones amérindiens des années 60 aux États-Unis. On peut même aller beaucoup plus loin, mais alors là, je voudrais que vous vous replaciez en 1905, parce que vous allez me dire quand même le rationalisme de cet homme était autre chose que ce que vous êtes en train de nous raconter. Je pense qu'il s'est créé une forme de cosmos personnel, d'idée du monde personnel, qui avait largement cours à l'époque. Alors, quand on le cartographie, ça devient un petit peu caricatural, mais ça donne une idée claire de ce qui pouvait être extrêmement flou dans l'esprit des contemporains, et probablement, si je prends les textes, dans l'esprit de Folco. Dans le fond, il fait des analogies, en particulier autour des chevaux d'abord. Les chevaux indiens sont des chevaux qui viennent de l'Atlantide. Et ce sont les mêmes chevaux que ceux qui sont en Espagne et en Camargue. Il n'a pas tort sur un point, puisque ces chevaux sont effectivement des chevaux d'origine espagnole, sont les Espagnols qui les ont introduits. Et incontestablement, les Sioux, qui étaient des sédentaires, sont devenus des nomades lorsque ces chevaux, après la défaite de l'Espagne au Mexique, ces chevaux sont retournés à la liberté et ont créé ces grands ensembles de troupeaux de Mustangs qu'ils ont pu, pas coloniser, le terme. Merci. Il a aussi, à l'égard des Gitans, une sorte de série de pensées qui sont étonnantes. Alors, l'idée que les Gitans sont des descendants de Sarah, de Kali, Sarah l'égyptienne, etc., ça a eu cours. Bon, bien sûr, aujourd'hui, ça paraît tout à fait étonnant. Moi, j'ai tracé un chemin qui tient compte de la réalité, d'où sont venus les peuples autochtones. Ils sont effectivement venus, quand vous prenez l'ADN des peuples indiens de cette région, vous la retrouvez ici comme origine. Donc là, c'est mi-scientifique, mi-imaginaire. Alors, ici, j'ai pointé ici les Kaukia Mountains, qui sont ces grands tumulus, 1600 hectares de tumulus indiens, avec en particulier sur le plus grand de ces tumulus, une ville qui avait 15 000 habitants à l'époque où Londres en avait guère plus. C'est-à-dire vers le XIVe siècle, on va dire, pour simplifier. Et personne, jusqu'au XIXe siècle, et même au début du XXe, n'imagine que les Indiens étaient capables de construire des villes de cette ampleur-là. Et donc, la grande explication, ce sont des Atlantes. Et la grande explication qui a encore cours à la fin du XIXe siècle, c'est l'idée qu'il y avait une Atlantide et que de là étaient arrivés un certain nombre de peuples. Les chevaux, alors, Folco parle des chevaux. Il y a quand même quelque chose d'étonnant entre l'identité des chevaux des plaines, des chevaux des gitans, des gardiens, et même il va chercher jusqu'aux chevaux des bourgs. On est très sensible aux bourgs qui viennent d'être vaincus par les méchants anglais en Afrique du Sud. Alors ça, là aussi, ça rejoint cette idée qui est très forte, je crois, dans l'esprit de Folco. Voilà, avec les Gitans, les Bourgs, les Indiens et les Occitans, des peuples vaincus qui sont entrés en résistance. Alors, une des conséquences pratiques, là, c'est évidemment
le développement de tournage de western dans la Camargue, très tôt, dès le lendemain de la rencontre avec les Indiens de Buffalo Bill et Joey Amman, et toute une série de westerns vont être tournés plus étonnants les uns que les autres. Vous pouvez en voir un certain nombre sur YouTube. C'est quand même assez amusant de regarder Joey Amman sauter sur le train de Camargue, attaquer le train et plonger dans le Missouri, qui n'est rien d'autre qu'un des ruisseaux qui, en Camargue, essaie de rejoindre tant bien que mal le Rhône. Mais là aussi, il y a quelque chose qui va se passer dans le contact entre Joey Amman, avec Jacob Whitehead et Folco, c'est que petit à petit, d'ailleurs il y a une lettre de Joey Amman qui dit ce que nous faisons, qui dit à Folco, ce que nous faisons, c'est de la caricature. Nous sommes en train de trahir nos amis indiens. Or, dit-il, il y a des héros en Camargue. Et ces héros, Folco lui dit, bah oui, bien sûr, ce sont les gardiens, ce sont les gitans. Et petit à petit, le cinéma dit de western de la Camargue va se transformer en cinéma dans lequel les héros deviennent les gitans, deviennent les gardiens. Et je trouve, on peut le voir aussi sur YouTube, ce petit film avec Rosie Vart en gitane truculente qui est assez extraordinaire. Mais ils vont également tourner de grands classiques à partir de Mistral. Là, l'Arlésienne, par exemple, a fait le tour de tous les villages du Pays d'Arles avec un succès extraordinaire. Tout le monde venant présenter, les acteurs venant présenter. Là, c'était la présentation, il me semble, à Barbantane ou à Château-Renard, je ne sais plus. Non, c'était à Barbantane. Vous reconnaissez la tour de Barbantane. Donc, là, dans ce domaine-là, il y a eu une évolution, même si, tardivement, Johnny Hallyday est venu relancer un petit peu la chose. Alors, sur ces questions du western, je pense qu'il y a quelques ouvrages que vous pouvez lire et qui sont tout à fait intéressants. Évidemment, il y a eu, en 1984, j'en ai un souvenir ému parce que nous étions en train de faire nos recherches avec mon camarade Henriet, il y a eu une tentative admirable du parc, pas naissant, mais presque, de faire une exposition, et c'était oui, en 1984, dans laquelle les bases de la recherche sur le western de la Camargue étaient posées. Ensuite, il y a eu évidemment Bastide qui a fait ce livre, lui aussi tout à fait intéressant, et bien sûr, plus récemment, Estelle Rouquette a produit avec le parc et d'autres associations cette exposition dont vous avez là le résultat sous forme de catalogue. Donc, je vous renvoie, si vous voulez quand même des informations beaucoup plus sérieuses que les petites idées que j'ai avancées, à ces ouvrages-là. Alors, pour terminer, je dirais que ce qui va conclure son contact avec les Indiens, c'est que les Indiens, et il l'a exprimé à peu près clairement, les Indiens ont utilisé le spectacle de la scène internationale pour sauver leur existence et leur tradition. Tout à fait discutable, surtout quand on voit comment Buffalo Bill les traitait, les pauvres gens. Mais peu importe. Ça va donner petit à petit cette codification du spectacle et cette idée que le spectacle peut sauver les traditions occitanes et les traditions d'Oc. Et là, j'ai dit quelque chose que certains d'entre vous reconnaîtront, c'est l'affiche de cette année, l'affiche des Jeux provençaux de cette année, où vous avez tous les éléments qui ont été reconstruits, réinventés par Folco au début du XXe siècle, à savoir le tournoi des écharpes, le jeu des oranges, dont il dit qu'il les a retrouvés dans de vieux grimoires à Avignon,
Cette affirmation peut parfois être discutable, mais aujourd'hui, ces jeux-là sont des réalités. Vous avez pu, pour certains d'entre vous, y assister et les voir cette année dans les arènes d'Arles et dans les spectacles d'Arles. Et évidemment, je terminerai là-dessus, la chemise, le costume gardien, avec, je trouve, le pantalon pour le top, l'étrier qui permet de mettre des sabots, mais on met des bottes quand même aujourd'hui, et surtout, mon grand amour, à moi, les chapeaux. Et en particulier, moi, c'est le chapeau de Valhergue qui me plaît le plus. Bien sûr, celui de Lunel que portait Folco, je le trouve un peu cadencé pour mon élégance personnelle. Je terminerai donc par ceci, en vous souhaitant un bonsoir et d'avoir des chapeaux qui résistent au vent. Merci beaucoup de votre attention. Alors, s'il y a des questions, oui. Bonjour et merci. Je voudrais rebondir sur à un moment donné, vous avez dit est-ce que Folco de Laurent-Séville était écologiste? Bien sûr que non. Et moi, j'avais envie de dire bien sûr que oui, parce que bien sûr, c'est pas écologiste avec la signification du mot actuel, ce qui n'était pas cité à l'époque, bien entendu. Aujourd'hui, on se dit écologiste quand on coupe l'eau du robinet, quand on se lave les dents. Voilà, ça suffit. Non, je pense qu'il était écologiste dans sa vision de préservation d'un territoire naturel. Et l'écologie, si on la reprend à la base, c'est ça, à l'origine, c'est vouloir préserver un territoire naturel, pas pour soi, parce que les actions sont lentes, mais pour les générations à venir. L'écologie, c'est se projeter dans l'avenir pour que ceux qui vont nous succéder aient le même environnement le plus possible naturel. Je pense que c'est ça. Et cette vision-là, il l'avait, parce que déjà, il était confronté à son époque celtoise à des menaces d'aménagement. C'était très concret, hein. On a des traces de projets d'autant farfelus les uns que les autres qui voulaient dénaturer cet endroit qu'il aimait tant. Et aussi, vous avez dit, c'était une idée un peu intellectuelle et lointaine, l'idée de vouloir protéger et de créer un parc. Mais je pense que c'était quand même concret parce qu'on a des lettres de rendez-vous qui demandent avec Esprit Pioche, justement, à Daladier, au gouvernement, pour essayer de créer des délimitations d'espaces protégés, assez concrets quand même, hein, parce que ce sont déjà des menaces qui s'imposaient. Il a cette vision de « et après moi, ça va disparaître et je ne veux pas ». Voilà, c'est des choses. Je pense que l'écologie, c'est ça. Bien entendu, ce n'est pas le terme de l'époque. Voilà, c'est juste... Non, sur le plan historique, moi je suis un peu historien, on ne peut pas employer le terme d'écologiste. Vous êtes d'accord là-dessus. Ceci dit, il y a quelque chose en plus par rapport à ce que vous voulez. Il n'est pas seulement préserver la nature, vous voulez la préserver parce que ça permettait de préserver ce qu'on appelait à l'époque, et là aussi il faut le replacer dans le contexte, la race. La race. C'est-à-dire ce qu'on pourrait aujourd'hui qualifié d'une vision écologiste des humains et des animaux. Et à l'époque, l'esprit me parle l'idée que la nature sauvage peut sauver de la race, c'est-à-dire ce qui n'est pas décadent. Donc, la pensée de Folco, il faut la replacer à la fin du 19e siècle, au début du 20e, et elle va évoluer. Et en ce sens, c'est quand même extrêmement beau d'être de ce monde-là, et d'avoir toute une série de prémonitions extraordinaires qui vont conduire à la réserve naturelle, au parc. D'ailleurs, si je peux me permettre, le vocabulaire va de soi, parce que justement, on parle à cette époque-là, à l'époque de Mistral, de la race.
on parle beaucoup l'ode à la race latine, la race gardienne, à la race provençale, alors qu'aujourd'hui, ce mot-là est extrêmement galvaudé, ce qui lui a attiré plus ou moins des ennuis parce que le sens de ce mot a changé. Et notamment, il y a certaines accusations dans le livre de Radetzky qui, voilà, je pense qu'il y a une ambiguïté autour du mot race qui n'est bien entendu pas à prendre dans le sens d'aujourd'hui. Aujourd'hui, évidemment, on ne parle plus de race gardienne. Loin de là, sinon on se fait fusiller. Donc, voilà, la communauté, c'est la culture, la race, c'est terminé, mais effectivement, ça va avec. Ce ne sera peut-être pas une question, mais un commentaire qui peut se rapprocher de ce qu'on vient d'entendre, c'est que entre le temps de Baroncelli et son concept de race, qui naît bien avant, hein, et le concept que certains, positivement, peuvent en avoir aujourd'hui, il y a quand même certaines périodes historiques qui se sont servies, malheureusement, de ce concept-là, avec l'approbation et le rôle actif de Baroncelli, qui meurt, je le rappelle, en 1943, mais que l'on a utilisé activement entre la fin 40 et quelques jours de 1943. Bon, et là, il y a des textes, il y a des preuves, il y a des participations. Bon, Baroncelli était partout où l'on fêtait la race, le nouvel homme à créer et la nation à refonder. Et ce qui est surprenant, c'est que dans cette nation à refonder, dans sa structuration administrative, l'une des bêtes noires, c'est justement le département. Tout à l'heure, on a vu, n'est-ce pas, la cage du département, et quand on dit cage, on aspire à se libérer de la cage. Or, c'est exactement l'idée qu'a développée Fernand Benoît, par exemple, hein, à Arles, avec le sous-préfet Jean Desvallières, etc., et qui voulait se libérer du département pour considérer le pays d'Arles, c'est-à-dire l'arrondissement, hein, l'arrondissement d'Arles, correspondant selon eux, et à juste titre d'ailleurs, à l'ancien diocèse, en grande partie d'ailleurs, voilà, Bien rétréci. Voilà, juste un peu rétréci, et qui aurait permis d'échapper au département de manière à développer une sorte de renouveau de la race dans le pays d'Arles. Oui, on lui a beaucoup reproché d'avoir participé à l'élaboration du cadre Salier. Oui, ben non. Oui, mais bon, voilà. Pourtant, tout le monde savait au moins que c'était un cas Potemkin, pour le moins. Qu'on n'ait pas senti que c'était un cas aussi dramatique qu'il allait l'être, pourquoi pas. Les choses sont un peu compliquées. Et souvent, j'ai un historien qui me dit si tu avais été là, qu'est-ce que tu aurais fait? C'est certain. Salier étant le seul camp exclusivement zigane, on est bien d'accord en France, et particulièrement en France libre, on parle de ça, il ne faut pas oublier la situation géographique. Ils avaient dit à Folco, on va mettre tes amis à l'abri, on va leur construire de jolies maisons typiques de la Camargue. Ah, le cas était splendide, hein? Voilà. Mais ce camp, historiquement, est bien le camp vitrine. C'est le seul et unique camp, un camp vitrine. Parce que la Croix-Rouge, qui commençait à dénoncer les conditions d'internement en France, commençait vraiment à faire des dégâts. Donc ils ont dit, on va faire un camp vitrine. Et on a introduit Folco en erreur. Écoutez, je suis tzigane, j'ai la mémoire, et je vous garantis qu'on ne lui en veut pas, parce qu'on sait qu'il a été trompé. Lui, il a inauguré le camp de Salier. Bien sûr, il ne savait pas ce qui allait nous arriver après. Quand les Européens sont allés en Amérique, ils ont eu vite la volonté de la coloniser. Est-ce que quand les Indiens sont venus en Europe, ils ont eu l'idée de coloniser l'Europe? Les Indiens sont venus en Europe, en particulier avec on va dire qu'il y a 3 occasions dans la vie
propos desquels les Indiens sont venus à l'Europe. Avec Buffalo. En gros, je pèse mes mots, c'était des déportés du gouvernement américain envoyés auprès de Buffalo Bill. Et ils acceptaient parce que la situation était bien meilleure que dans les réserves. Et je peux vous assurer que quand vous lisez le mémoire de Red Cloud, de toute l'équipe qui était ces Indiens-là, les conditions de travail, les conditions de nourriture et les salaires, c'était pas mirobolant, mais au moins, ils risquaient plus de se faire flinguer par les visages pâles aux États-Unis. La deuxième occasion, et ça, Folco en parle, ils sont venus pendant la guerre de 14-18. Alors là, il y a c'est tout à fait amusant, les légendes, parce que Folco dit, regardez, il y a 17 000 Indiens, c'était des Indiens qui étaient volontaires. Ils sont venus se battre pour les Américains, et grâce à eux, comme les Occitans, l'armée allemande a été induite en erreur. Parce que, au lieu de parler en américain, ils ont parlé, je crois que c'était un Cherokee. C'était des Cherokees. Ils ont parlé entre eux en Cherokee. Et ils ont communiqué en Cherokee. Et les Allemands n'y ont rien compris. Et de la même façon, les Provençaux se sont parlé entre eux en provençal. Et les Allemands n'y ont rien compris. Alors, j'arrive pas à trouver quelle est la poule dans cette légende et quel est l'œuf. Hein, si c'est la légende américaine, parce qu'elle existe, telle légende aux États-Unis, et non seulement elle existe pour 1918, pardon, mais elle existe également pour la troisième incursion des Américains, des Indiens américains, des autochtones, pardon, américains en 1944 en Europe, où ils viennent aussi dans les troupes américaines, et là, remet ça, comme ils communiquent par radio, etc., ils parlent Cherokee, etc., et les Allemands ne comprennent pas, les méchants nazis ne comprennent pas. En tout cas, ils avaient d'autres idées que la colonisation. Mais ils ont reçu une colonisation intéressante, culturelle. Là, je pense que sur le plan culturel, l'admiration que l'on a pour les Indiens, elle gagnerait cette admiration à être fondée sur la recherche historique actuelle. Depuis 20 ans, les Américains nous parlent, les Canadiens nous parlent de l'Empire Comanche, de la Confédération Sioux, de la Confédération iroquoise, montrant ces systèmes politiques complexes, socialo-anarchistes. C'est extrêmement intéressant ce qui se passe actuellement dans l'historiographie américaine à propos des Indiens. Les Indiens n'étaient pas des meubles qui se trouvaient sur ce territoire-là, c'était des sociétés très complexes, très cultivées, qui ont vécu une histoire qui les a amenés du sédentarisme au nomadisme pour ce qui concerne les Sioux, qui ont commercé avec les Blancs, avec les missionnaires. Quand vous lisez les textes des Jésuites qui sont en train de manger pour négocier du commerce avec les Sioux qui sont en train de manger la soupe des adversaires, parce qu'on fait cuire les adversaires et on les mange ensemble pour sceller l'union véritable. Alors, vous devinez que les Jésuites font de la restriction mentale à fond, mais ils le racontent après. Hein. Par contre, il y a d'autres missionnaires qui n'y arrivent pas et leur relation échoue. Il y a une histoire extraordinaire, mais c'était beaucoup de textes en français. Les Américains, c'était les Français, mais maintenant, vous avez toute une série de chercheurs américains qui s'y sont mis, parce que les Québécois travaillent depuis longtemps, mais les Québécois, ils sont poignés. Tandis que les Américains, quand ils se mettent à travailler sur une question, ils mettent 10 000 étudiants sur une question comme celle-là, et évidemment, ça change et ça évolue. J'ai répondu à la question. C'est lui. Bon. Ah ben moi, Béranger Valel, moi je suis l'arrière-petit-fils, donc très honoré d'être parmi nous ce soir. Et surtout, j'ai appris, bien sûr, sur cette conférence qui est très précise et sur la partie indienne et aussi sur l'état d'esprit de Baron Célie, mon arrière-grand-père. Moi, juste, je témoigne sur le fait que ma grand-mère, Célie, donc la grand de mon papa, me répétait sans cesse qu'il fallait protéger cette race au sens bio et chevaux Camargue et aussi
elle a insisté fortement au travers de cartes postales qu'elle me donnait. Elle identifiait bien sûr son père, le marquis, comme un protecteur, bien sûr, des territoires. Ça, effectivement, je soutiens Anaïs dans sa thèse, effectivement, de dire que le marquis était un écologiste. Mais pour moi, c'était le premier écologiste de Camargue. Et aujourd'hui, ma grand-mère nous a transmis à mon frère et à moi, et à mon père aussi, bien sûr, tout ce patrimoine culturel qu'avait le marquis, d'un visionnaire d'abord pour moi, et un homme qui avait, je pense, son état d'esprit, qui, au-delà de la création de la Camargue, avait la mise en place du costume et de tout ce qu'il a fait autour de la protection des peuples. Ben, on a été baignés dans cet état d'esprit de Baron-Cellier. Et moi aujourd'hui, grâce bien sûr à une petite équipe on continue à faire vivre le marquis Folco-Drancy au travers d'une association baronciste pour Avignon, au Palais du Bourg. Nous étions la semaine dernière en assemblée générale. Voilà. Je veux juste témoigner en tant qu'arrière-petit-fils. Merci à tout le monde pour votre confiance. Merci beaucoup. Il est parti de loin. L'idéologie qui était celle de sa famille, il a fait un chemin intellectuel qui est, je crois, assez extraordinaire. C'est pour ça que j'ai beaucoup insisté sur cette restructuration de sa pensée, parce que ça aurait pu être un réel tout simple. Hein? Pas du tout. Et ça, Zaraski, avec tous les reproches qu'on peut lui faire, ça, Zaraski est arrivé avec l'idée que c'était un uluberlu, un réac, un aristo, et il est reparti, et ça, je sais de source sûre, il est reparti et je crois d'ailleurs qu'il écrit dans son livre, ça que je me souvienne, il est reparti avec une idée complètement différente de Baron-Cellier. Un homme qui avait fait un chemin intellectuel étonnant, et sans trahir quand même ses origines, sa pensée, sa famille, etc. Mais le chemin qui l'a mené à une forme de modernité, peut-être un peu avancée, peut-être un peu à l'avance, cette modernité, mais qui est aujourd'hui en phase avec la société actuelle. Je crois que c'est l'instant. Merci de ces témoignages et merci de votre présence. Vous pouvez attester que ce que notre ami a dit est exact. Voilà. Merci. Bon, écoutez, je pense que ça a intéressé tout le monde. Je vous remercie de votre présence et je vous donne rendez-vous à l'Assemblée Générale, non? Le 18 mars. Dans cette même